Je vais respecter les instructions et poser le micro pour que vous m'entendiez bien et que vous ne souffriez pas d'un petit effet Larsen vu la taille de la salle. Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous, d'être les courageux qui nous ont rejoints pendant la pause de midi dans cette grande salle. Donc pour cette table ronde sur l'e-santé, la télémédecine, et où on se pose la question de quelle sécurité pour ces nouveaux usages. Donc je suis Dorian Marcelin, je suis journaliste pour un média qui s'appelle Aliancy, qui suit la transformation des organisations dans un monde de plus en plus numérique, on va dire. Donc on s'intéresse à ces sujets-là de façon très transversale. Et on va avoir l'occasion là d'avoir des retours d'expérience et des façons on va dire, de discuter du sujet justement assez transversal avec un parterre d'intervenants assez variés que je vais présenter tout de suite. Donc, en commençant juste à ma gauche, Éric Boucher de Crèvecoeur, donc ingénieur référent santé au service de l'expertise technologique de la CNIL. La CNIL, voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de représenter, je pense que vous connaissez tous. Et à sa gauche également, Jean-Sylvain Chavannes, qui est le RSSU du CHU de Brest. Et à ma droite, Christophe Delpierre, donc vous dirigez Risk Antique, qui est un éditeur, vous éditez un outil de management du risque, et qui est en plus labellisé pour EBIOS Risk Manager, donc par rapport à l'ANSSI. Et à titre personnel, vous avez été vous-même RSSI dans le secteur de la santé, vous avez participer on va dire, aussi à c'est les premiers élans numériques qu'il y a pu avoir à l'époque. Et tout à sa droite, Cédric Voisin, donc RSSI de Doctolib. Pareil, je pense que pas mal de monde, surtout cette année, depuis quelques mois, connaît très très bien Doctolib, même ceux qui ne connaissaient pas encore. Et vous avez beaucoup aidé, notamment sur les schémas de vaccination nationaux. Donc effectivement, on a un sujet qui est un peu global, comme vous avez pu le voir sur le titre, de se demander quels usages de sécurité face aux nouveaux usages de la santé, notamment de la e-santé. On a vu ces dernières années pas mal d'évolutions. Alors, d'un point de vue de politique publique, Ma Santé 2022 a par exemple incité au développement de la télémédecine en 2018, par exemple. Et si on regarde les chiffres, effectivement, les actes de téléconsultation ont augmenté, mais surtout c'est depuis 18 mois avec l'épisode de crise sanitaire. Certains chiffres qu'on a pu réunir montrent que 3 généralistes sur 4 maintenant proposent ce genre de pratique, et de 40 000 téléconsultations en février 2020, donc juste avant l'épisode du Covid, on est passé à 150 000 par semaine au mois de septembre de la même année. Donc effectivement une augmentation qui a été extrêmement importante. Donc ça, c'est sur le contexte, on va dire, de l'usage, et sur le contexte que je pense vous êtes également au courant, puisque ça a été médiatisé, des attaques sur les établissements de santé qui se sont multipliés. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais on a eu effectivement le centre hospitalier de Dax ou le groupement hospitalier de Dordogne, voire également à Villefranche ces derniers mois. Plus récemment, le centre hospitalier d'Arles en août, qui a été également attaqué, au sens où c'est surtout des crypto-lockers ou des ransomware qui leur ont posé problème. Mais de manière générale, on va dire, si on reprend les déclarations de Cédrico, donc le secrétaire d'État au numérique, on estime que le rythme d'attaque a au moins doublé sur le secteur en 2020, pour faire simple. Alors, je vais avoir une première question peut-être pour nos invités, pour s'intéresser au contexte, justement, à ce contexte qu'est-ce qui menace la e-santé, qu'est-ce qui menace la télémédecine, le cas échéant, s'il y a des cas particuliers. Je voulais juste revenir sur un peu ce déclic qu'il y a eu depuis un an. J'étais en conférence de presse hier avec Guillaume Poupard, donc le directeur de l'ANSSI, et qui disait, je cite, « Les hôpitaux ne croyaient pas vraiment à la menace
pensaient qu'il y avait mieux à faire de leur argent lors des arbitrages budgétaires, et l'année 2020 a été en ça aussi un choc. Donc sur cette évaluation de la menace, dans vos perceptions respectives, quel est le contexte pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive des potentiels attaquants, et à quel genre d'attaque on est réellement confronté, ou à quel genre de problème de cybersécurité on est vraiment confronté? Peut-être Jean-Sylvain, en tant que représentant d'un CHU à Brest, donc, votre perception sur le sujet? Bonjour à tous. La perception est plutôt claire aujourd'hui. On se pose la question, est-ce qu'il s'agit d'attaques ciblées de la part justement de groupes de hackers envers des établissements de santé? J'aurais plutôt tendance à dire qu'il s'agit plutôt d'attaques opportunistes qui sont liées à une augmentation de l'exposition des établissements. On nous demande d'être interconnectés avec de plus en plus d'acteurs sur notre territoire, et donc par conséquent on en vient à passer par soit par Internet pour certains acteurs, soit par d'autres systèmes, mais donc on s'expose plus. Et si on s'expose plus, ça veut aussi dire que les attaquants ont plus de surface pour essayer d'attaquer. Et c'est là-dessus où on se retrouve parfois à avoir des attaques ou des interruptions de service qui peuvent être liées tout simplement au fait que les attaquants ne savaient pas qui se trouvait derrière une adresse IP ou un nom de domaine. Et malheureusement, parfois c'est un CH, mais parfois c'est une entreprise, parfois c'est un autre acteur du système de santé. Donc pour moi, c'est plutôt de l'attaque opportuniste aujourd'hui. On n'a pas encore vu vraiment d'attaque qui serait ciblée vers des centres hospitaliers en particulier. En revanche, ce que je note, c'est que les données de santé font l'objet d'une attention de plus en plus accrue de la part des attaquants, parce que derrière, elles peuvent se revendre sur certains marchés noirs, et elles se revendent plus cher que des données classiques personnelles. Donc on retrouve quand même cet aspect-là qui peut augmenter, on va dire, notre inquiétude. Je vais récupérer peut-être mon micro, merci. Juste pour bien comprendre, quand vous dites pas d'attaque ciblée, c'est qu'il y a peu d'intérêt, par exemple, à intercepter une communication de télémédecine, enfin une téléconsultation, ou alors dans des cas peut-être très particuliers, mais il n'y a pas d'argent à se faire, par exemple, sur ce genre de choses, j'imagine. Exactement, il n'y a pas forcément d'argent. Par contre, là où on pourrait avoir une attaque ciblée, c'est si on imagine une coordination entre différentes attaques sur le secteur de la santé. Là, effectivement, on pourrait se dire, là, il y a quelque chose qui peut valoir le coup d'être approfondi. On peut vraiment avoir l'intention de se dire que le secteur de la santé français est touché, ciblé, visé. Aujourd'hui, on se retrouve avec des situations un peu sporadiques, où finalement, en termes d'occurrence, je ne suis pas sûr que le secteur de la santé est plus touché que d'autres secteurs. C'est en revanche un secteur très sensible, de par sa nature, donc effectivement, on en fait plus écho. Eric, peut-être sur la partie qui a été mentionnée par Jean-Sylvain, sur ce côté attention portée aux données de santé, c'est quelque chose que vous voyez, ou vous avez vu une évolution ces derniers temps? Oui, effectivement, les violations de données, doivent être signalées à la CNIL quand elles concernent des données qui peuvent exposer à des risques sur les personnes. Et donc par rapport à ça, on a vu un doublement en un an des violations sur le secteur santé. Alors ce doublement, il a deux causes. Une première cause qui est bien sûr l'augmentation des attaques, notamment par rançon logiciel, mais probablement aussi une meilleure prise de conscience de la part des établissements de cette obligation légale de nous signaler les problèmes qu'ils rencontrent. Donc il y a un double effet levier qui est à la fois positif dans la maturité et négatif par le fait que les attaques augmentent. Par contre, ce qu'on constate dans les attaques qui nous sont signalées, c'est qu'elles sont effectivement standards. Hélas, c'est des attaques toutes bêtes de pièces jointes vérolées ou de systèmes mal protégés par un mot de passe. Donc il n'y a pas d'attaque élaborée comme on voit dans les films qui viserait un établissement de santé. Hélas, c'est plus simple. Mais ce qu'on a vu aussi quand même dans la presse, c'est que l'attaquant qui réussit à prendre pied sur un établissement de santé, il va s'en rendre compte et il va augmenter le niveau de la rançon. Ça, on l'a vu, et on a vu notamment aux États-Unis des établissements de santé qui sont allés payer des rançons très élevées.
Donc c'est aussi l'occasion au passage de vous dire ne payez jamais la rançon. D'une part parce que vous alimentez les caisses des méchants, donc c'est pas une bonne idée. Et d'autre part parce que même en payant la rançon, vous n'êtes pas certain de récupérer vos données. Ça peut bugger, ça peut ne pas fonctionner. Et enfin surtout, vous allez donner l'idée aux suivants de faire la même chose si vous n'avez pas fermé toutes les portes en termes de sécurité. Oui, effectivement. Les conseils officiels, c'est vous pouvez faire semblant de négocier pour nouer le contact, mais vous n'allez pas jusqu'au bout pour payer. Oui. Juste pour compléter, sur les établissements de santé américains, les assureurs payaient les rançons. Ce qui du coup renforçait le côté un peu opportuniste des attaquants en se disant puisque les assureurs payent les rançons, on va continuer sur ce secteur-là, histoire de faire payer les assureurs. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Donc je ne sais pas s'ils sont au courant. Mais voilà, donc ça aussi, ça fait partie un petit peu de l'hypothèse du côté opportuniste, parce que quand ils voient que ça marche, ils continuent. Mais ce n'est pas vraiment pour le secteur en lui-même. Cédric, peut-être juste sur un point qui me concerne sur l'ouverture de plus en plus grande des systèmes d'information. Typiquement, avec Doctolib, on est aussi sur ce côté écosystème différent qui a changé de la santé. Donc, comment vous abordez le problème de la menace et du rapport à des systèmes d'information de centres hospitaliers, par exemple? Pour nous, la menace, elle est un peu différente de celle auquel fait face Jean-Sylvain, parce que nous, on amène une solution pour améliorer le confort des praticiens au quotidien. On a de la chance parce que notre écosystème, il est très différent de celui d'un écosystème d'un CHU. On n'a pas tout le legacy, enfin tous les systèmes historiques, donc on a pu avoir une approche qui est sécurisée par défaut, ce qui est malheureusement pas le cas de tous les autres établissements. Donc on essaye de fournir à tous les professionnels de santé une solution qui est la plus sécurisée possible. Et d'ailleurs, on travaille avec l'ANSSI, on travaille avec la CNIL sur énormément de sujets, et c'est particulièrement vrai dans le cadre de la campagne de vaccination. Et en revanche, ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a un peu de consumérisme digital qui apparaît dans le domaine de la santé, qui n'était pas du tout le cas avant, et ça a été renforcé par la pandémie. Je peux vous donner quelques chiffres. En 2019, on était sur les balbutiements de la téléconsultation. À partir du moment où on a eu le premier couvre-feu, la téléconsultation s'est énormément démocratisée. Donc il y a des nouveaux usages qui apparaissent dans l'écosystème santé qui n'existaient pas avant. Aujourd'hui, on fait partie on est, je crois, le leader mondial de la téléconsultation. Donc c'est-à-dire que c'est nous qui consommons le plus de téléconsultation. Et malheureusement, les systèmes historiques des CHU ou de certains cabinets ne se sont pas adaptés à cette réalité technologique. Et en fait, la menace, elle est principalement là. C'est-à-dire que, comme le dit Jean-Sylvain, les attaques ne changent pas beaucoup, mais c'est tellement facile quand vous avez en anglais, on appelle ça mass untargeted attack, c'est-à-dire que vous avez une typologie d'attaque que vous savez être fonctionnelle. Vous commencez à constater que les systèmes d'information des CHU ou des cabinets sont de plus en plus ouverts à l'extérieur, avec des protections malheureusement qui ne sont pas nécessairement là tout le temps. Ça devient une cible facile. Et la monétisation des données de santé, c'est quelque chose de très réel. Si vous allez sur le Darknet, vous trouvez le dossier médical d'un patient pour 25 $, et derrière, vous pouvez rejouer d'autres attaques de type j'essaye de vous vendre des médicaments miracles ou du chantage, ou peu importe. Mais voilà, l'état de la menace aujourd'hui, c'est ça, et c'est principalement dû à la digitalisation de l'écosystème. Christophe, justement, par rapport à ce que vous voyiez à l'époque quand vous étiez RSSI un peu et aujourd'hui dans les clients que vous accompagnez, la différence? La différence, c'est que à ce moment-là, on disait toujours le système d'information peut tomber en panne, on va soigner les patients. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, on l'a vu lors des incidents qui ont été évoqués. La vie du patient était en jeu quand le système d'information ne fonctionnait pas. On le voit aussi quand une prescription médicamenteuse n'est pas disponible. Comment on va soigner le patient? L'infirmière ne saura pas quelle dosimétrie elle va devoir donner à son patient. On va le voir aussi quand on aura des pertes d'intégrité ou une mauvaise connaissance de la part du personnel soignant sur l'utilisation de certains appareils qui permettent de faire des transfusions, par exemple, et une erreur de dosimétrie va mettre encore une fois la vie du patient en jeu. L'outil informatique, aujourd'hui, on l'utilise de plus en plus dans le système d'information hospitalier,
et il est là pour servir le patient, vous le savez tous. Il faut assurer sur ce système d'information 3 critères primordiaux: la confidentialité de l'information du patient. On l'a évoqué là tout à l'heure avec des attaques qui pouvaient être faites de mafieux pour ensuite retrouver, revendre ces éléments-là sur le dark web, qui vont permettre de faire de l'usurpation d'identité, d'aller faire des prêts ou d'attaquer quelqu'un sur du phishing en vous disant vous avez oublié de modifier votre compte bancaire, ou encore avoir des informations qui vont pouvoir faciliter une nouvelle attaque de la part d'un pirate. Alors, juste un petit retour sur la menace. La menace, on peut avoir des États qui menacent aujourd'hui l'État français, qui seraient intéressés en cas de guerre, on coupe les moyens de communication, les moyens de soins. Quand on est sur une autre menace qui est la mafia, là on a un intérêt financier clair, puisqu'aujourd'hui il est plus facile de revendre, valoriser les données qui sont dans vos bases de données plutôt qu'aller braquer une banque où on n'a plus de cash. Donc là on va pouvoir revendre ça facilement et en bitcoin se récupérer l'argent dans une zone franche. On va avoir aussi la menace interne. C'est le collaborateur qui va pas bien, qui pour se venger va détruire un système. Ou par erreur va casser le système. On a tous commis une erreur, oups, j'ai supprimé le dossier. Là on a perdu la donnée. Ou alors on a extrait une donnée qui n'avait pas été extraite pour la promener sur une clé USB qu'on a pu perdre. Donc la menace est importante. Pour contrer cette menace face à l'ouverture des systèmes que tu évoquais, Cédric, il est très important en fait de regarder un petit peu quels sont les risques qui pèsent sur notre système d'information, d'outiller cette démarche et de voir également quels sont les risques liés à nos parties prenantes, à nos sous-traitants. Est-ce qu'il est efficace quand il me dit qu'il va gérer mon serveur de messagerie ? Certains d'entre vous ont dû recevoir un courrier il n'y a pas longtemps de l'ANSSI disant que leur serveur de messagerie Exchange n'était pas sécurisé. Donc voilà, il faut s'assurer de la qualité de ces parties prenantes et de leur niveau de sécurité. Effectivement, la dimension d'écosystème aujourd'hui avec le numérique est d'autant plus importante. Il y a un point également que vous avez cité, c'est l'aspect usurpation d'identité. À quel point la gestion des identités ou le sujet des identités en soi est une problématique dans un contexte d'e-santé, d'usage de la télémédecine. Est-ce que c'est des problématiques auxquelles vous êtes spécifiquement confrontés, Jean-Sylvain ? Quand j'ai pris le sujet de la télémédecine au sein du CHU, une des demandes ou une des attentions particulières qui a été adressée par les professionnels de santé, c'était la notion d'identité des patients que l'on avait en face. Pour eux, c'est quelque chose de primordial que dont on n'a pas forcément la perception, mais ils insistent vraiment sur le fait de prodiguer des soins à la bonne personne. Et en fait, il y a pas mal d'erreurs d'identité, ce qu'on appelle l'identitovigilance. Déjà dans les cas réels. Alors pourquoi ? Parce qu'en plus la Bretagne, c'est une région où il y a beaucoup d'homonymie. Donc, ce qui peut poser des soucis en cas de rapprochement d'identité, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a une attention toute particulière là-dessus. Et donc, quand on parle de télémédecine, on n'a pas accès directement au patient. Comment savoir que c'est bien lui ? Comment lui demander son identité ? C'est pas quelque chose de trivial en réalité. Donc, du coup, c'est une attention particulière que l'on a. Alors après, ça c'est... c'est à notre charge de discuter avec les pourvoyeurs de solutions, je regarde à droite, mais aussi d'autres, sur justement comment résoudre ces problématiques, comment résoudre ce besoin de sécurité que nous on a, pour justement avoir toute la confiance dans le lien entre le patient et le professionnel de santé. Et c'est là-dessus sur lesquels nous on insiste beaucoup, c'est la notion de confiance. On a beau mettre à disposition des outils de télémédecine, des outils d'e-santé, mais si les patients n'ont pas confiance dans ces outils-là, et nous on a de retour terrain certains patients qui demandent mais est-ce que cette pompe insuline connectée elle est vraiment sûre ? Est-ce que si je suis en télémédecine, les résultats que je vais envoyer seront les bons résultats qui arriveront aux professionnels de santé ? Donc là on voit que c'est quand même une préoccupation, donc nous on doit s'assurer de cette confiance-là. Donc ça c'est très très important et pour lequel on doit avoir des exigences envers les prestataires et les éditeurs de solutions. Oui, également, c'est vrai que le fait
de disposer d'une identification, une authentification électronique fiable, que ce soit pour les professionnels de santé, mais également maintenant beaucoup pour les patients, qu'on va joindre effectivement à distance. C'est vraiment un point très très important, alors qui est suivi par le ministère bien sûr et par la CNIL aussi depuis plusieurs années. Initialement la fameuse carte CPS, la carte de professionnel de santé, mais dont l'usage n'est pas toujours évident en mobilité ou quand on a des gants ou qu'on est au bloc, etc. Donc on a vu des évolutions vers la ICPS qui va être utilisable sur mobile. On va avoir également, on a suivi de près le projet de e-carte vitale, l'application carte vitale qui non seulement portera la carte vitale, mais pourra servir d'élément d'identification et d'authentification du patient pour l'accès par exemple à son DMP. Donc on a vraiment une mouvance et on a des pourvoyeurs de solutions, mais également voilà, du côté ministère de la Santé, avec l'avis de la CNIL, des outils qui vont être, on va dire, validés au niveau national pour permettre une authentification fiable de tous les acteurs de cette chaîne électronique. Merci pour ces précisions effectivement sur les aspects d'identité. J'aimerais tirer un peu le fil en fait sur ce que j'avais commencé à mentionner en introduction, c'est-à-dire on va dire la culture de la sécurité quelque part dans le secteur de la santé par rapport au reste des secteurs d'activité. Pour reprendre justement sur ce que disait Guillaume Poupard hier, il y avait l'idée un peu qu'au moment de convaincre les acteurs de l'intérêt d'être OSE, opérateur de services essentiels, donc dans le cadre de la directive Nice, prôner l'accompagnement progressif pour convaincre était une erreur, c'est sa citation, et qu'au final il aurait préféré réunir les 100 hôpitaux dans la même pièce et tous les briefer ensemble, en faire témoigner et dire on est dans une logique de médecine d'urgence. Donc c'est pas grave si tout le monde ne comprend pas, mais au moins on fait bouger les lignes, il faut faire bouger les lignes vite. Donc on a l'impression, après ce genre de témoignage, que voilà, il y a un gros boulot à faire malgré tout sur l'aspect culture de la sécurité du problème. Là on est entre guillemets entre personnes qui s'intéressent au sujet, mais c'est peut-être pas l'intégralité du spectre qu'il faut adresser. Quel est votre niveau, votre perception sur le niveau de maturité des acteurs, que ce soit des collaborateurs ou même des directions, sur les différents sujets? Je vais peut-être commencer cette fois-ci avec ceux qui accompagnent donc vos interlocuteurs, vos clients ou vos partenaires sur le sujet. Cédric? Alors, malheureusement, je crois que je vais noircir volontairement un peu le tableau, mais la culture de la sécurité dans le milieu de la santé, elle est proche de zéro, parce que ça n'a jamais été une des préoccupations des praticiens. En fait, leur préoccupation principale, c'est de soigner leurs patients et garantir qu'ils sont en capacité d'apporter une réponse médicale à une problématique. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le niveau est assez variable. Comme tu le disais, Dorian, finalement, la prise de conscience, elle est assez tardive. Et moi, il y a une comparaison que j'aime bien faire. Aujourd'hui, les industries dans lesquelles on a une culture sécurité qui est assez forte, c'est l'industrie bancaire la plupart du temps. Mais perdez un numéro de carte bleue, votre banque va vous le révoquer et vous n'avez pas de problème. Perdez votre dossier médical, il n'y a personne qui peut changer vos informations de santé. Et cette compréhension-là, elle n'est pas encore acquise, que ce soit par les praticiens, par les dirigeants de centres hospitaliers, voire même par les fournisseurs de solutions d'aide à la pratique de la médecine. Donc, volontairement, je grossis un peu le trait, mais c'est juste pour bien illustrer un peu les risques auxquels fait face l'écosystème santé, le peu de moyens qui est donné malheureusement à certains RSSI dans des CHU où on leur donne une mission qui est quasiment impossible à achever par manque de moyens, manque de ressources et manque d'une certaine maturité des dirigeants aussi. Ils vont toujours choisir l'accès aux soins plutôt que la sécurité des données des patients qui leur sont confiés. Et c'est des trade-offs qui sont difficilement acceptables aujourd'hui, d'autant plus que ce qu'on disait juste avant, c'est l'écosystème, il a tellement évolué, mais en partant de tellement loin. Gardez en tête qu'on a à peu près 20 ans de retard technologique en moyenne sur les outils qui sont présents
ou les systèmes d'information qui sont présents dans les centres hospitaliers. Il y a des vieux systèmes, c'est très dur à sécuriser, ça demande un effort conséquent. Et malheureusement, on va plutôt conserver une vision qui est de laisser disponible ce système pour être en capacité de pratiquer les soins, malgré son ouverture. Et donc du coup, ça amène des risques qui aujourd'hui commencent à être entreaperçus par les gens, mais il y a encore d'énormes travaux à faire. Encore une fois, moi je suis du bon côté de la barrière parce qu'on est parti de zéro, on a gardé cette éthique très forte dès la création de nos logiciels. Donc on pense qu'on a un bon niveau de sécurité, tout en restant très humble, on continue à faire d'énormes efforts là-dessus. Mais je pense qu'on ne met pas encore assez les moyens fortement pour accompagner l'écosystème santé. La doctrine numérique santé, c'est un très bel exemple. On en parlait juste avant que vous arriviez. En 2023, on va seulement forcer les systèmes d'information qui stockent de la donnée de santé à utiliser de l'authentification à double facteur. En 2026, c'est l'utilisation d'identités tierces type France Connect. Quand vous regardez le calendrier par rapport à l'état de la menace, il y a vraiment... on est complètement déconnecté de la réalité des enjeux des traitements de données dans des environnements informatiques. Demain, vous allez avoir le dossier médical partagé. Enfin, voilà. On a encore énormément de travail. C'est un super champ exploratoire. Il y a vraiment plein de choses à faire, mais moi, je suis encore un peu pessimiste aujourd'hui sur la prise de conscience au niveau de la culture. Quel est Christophe là-dessus? J'essaie de vous remonter le moral un peu, parce que là, on va éteindre des ordinateurs en rentrant dans nos GHT, et puis on va reprendre le papier et le crayon. C'est vrai qu'il y a une grande disparité entre les différents établissements de santé qu'on a pu rencontrer. Certains sont bien en avance, bien matures, ils ont vraiment une politique, ils ont même fait un registre des traitements pour le RGPD, donc c'est magnifique. Et d'autres partent de zéro, ils ne connaissent pas du tout ce qu'est leur système d'information, ils ont un historique pas possible. C'est pour ça que, je reprends ce que disait M. Poupard, et la proposition de l'ANSSI, c'est de lancer des parcours cybersécurité qui sont adaptés à votre niveau de maturité. Et donc, on ait une approche pragmatique. On sait, tu as raison Cédric, notre système d'information hospitalier, parfois il est vieux, il y a de l'obsolescence, il y a des éditeurs qui nous jouent pas le jeu. Moi, j'avais l'ensemble des mots de passe de tous les GHT de France, système des urgences ou du bloc opératoire. Donc des éditeurs qui ne jouent pas le jeu également, avoir des mots de passe par défaut. Mais donc, l'ANSSI, là, dans le cadre du plan de relance, vous propose un parcours cyber. Il y a 27 points à peu près. Ça va vous permettre de vous auto-évaluer et surtout de communiquer vers votre direction pour dire, voilà, aujourd'hui on est à ce niveau-là. Le plan d'action que je vous propose l'année prochaine, c'est d'aller vers ça, d'investir sur telle partie, de faire de la sensibilisation, de faire des audits, de faire du management des risques pour avancer petit à petit. Ce qu'il vous faudra, pour ceux qui sont RSSI ici, d'un GHT ou qui travaillent dans la sécurité, c'est fournir des indicateurs à votre direction, c'est communiquer vers elle. Elle ne connaît rien, elle ne sait pas ce que c'est qu'un double facteur, quoi. Je vais avoir un recommandé, je vais aller chercher, il y a quoi? C'est Amazon, et puis elle s'en fiche. Ce qu'elle veut savoir, c'est le risque auquel elle est exposée, le risque de malveillance, le risque d'attaque, de destruction de données. Et la façon dont un pirate va le faire, elle s'en fiche. Il va venir et puis voilà. Nous, RSSI, nous devons lui expliquer quelle est son exposition face à ces risques et proposer des plans d'action. On va lui demander son soutien en fait à la direction. Le RSSI est au service de la direction. Il faut qu'elle comprenne, on est là pour servir le métier. Donc elle revienne vers nous en disant je vais vous donner les moyens pour améliorer ma position face aux risques et donc discuter avec la DSI, avec les parties prenantes, avec les différents acteurs pour qu'ils avancent sur la mise en place des mesures de sécurité pour protéger le dossier patient et le système d'information hospitalier. Donc il y a une démarche, il faut y aller tranquillement, avec pragmatisme et efficacité. Vous allez voir qu'en fait la sécurité, c'est quelque chose de très sympathique qui est là pour vous aider dans votre travail quotidien. Oui, j'allais justement demander, notamment sur le rapport à la direction ou aux autres dirigeants dans un hôpital. Là, pour le coup, je ne vais pas être forcément d'accord. Moi, je pense qu'on oublie quelque chose qui est absolument fondamental, c'est qu'un hôpital, c'est bicéphale. Il y a la direction administrative et il y a le corps soignant. Le corps soignant. Et le corps soignant, c'est eux qui sont en train d'utiliser le système d'information au quotidien
et qui justement vont râler parce que ça marche pas, parce qu'il faut mettre des mots de passe compliqués, parce que ils ne savent pas où trouver l'icône pour pouvoir injecter ou les doses de pompe à insuline, etc. Et je pense qu'en fait, il y a une partie où nous, on a fait une erreur, c'est qu'on s'est concentré sur l'administratif. Et on s'est dit, il faut absolument avoir l'appui de la DG pour pouvoir mettre en place des mesures de sécurité. C'est vrai, mais c'est pas le seul et l'unique moyen. Et loin de là. Quand j'ai pris mon poste, une des choses que je voulais faire en premier, c'était de passer dans les services de soins pour voir comment ils utilisaient en fait les systèmes de santé que moi je ne connaissais pas. Je suis pas issu du Sérail Santé, donc je me suis dit, je vais aller voir comment ça marche sur le terrain. Et quand je suis allé dans le service de réanimation, par exemple, en service de réanimation, il faut que les soignants rentrent leur mot de passe pour chaque acte de soin. Pourquoi ? Parce que c'est une obligation de traçabilité. Donc vous leur mettez des mots de passe qui font 20 caractères, qu'ils doivent rentrer à chaque fois pour faire leur acte de soin. Vous comprenez à la fin que avoir des mots de passe comme des mots de passe qu'ils connaissent, c'est beaucoup plus simple pour eux. Qu'est-ce que nous, on doit faire pour eux ? Nous, on doit aller voir le corps soignant et dire comment on peut améliorer le quotidien tout en assurant un niveau de sécurité adéquat. Donc ça veut dire effectivement mettre en place du multifacteur, mais avec avec un token, donc une clé USB qui serait leur carte CPS par exemple dans certains établissements ou d'autres, plus un code, ça permet de garder le niveau de sécurité adéquat tout en ne bridant pas leur acte de soins au quotidien. Et ça, ce sont des choses, je pense que... Alors, moi j'avais un peu oublié, donc du coup je suis allé sur le terrain pour voir, et quand je regarde certaines directives ou certaines mesures réglementaires, on se dit il manque quelque chose de pragmatique. Et donc ça, c'est pour nous important de le prendre en considération pour essayer de l'adapter. Et c'est pour ça que je pense que le corps administratif, c'est bien, mais quand on regarde un hôpital, c'est d'abord du soin, c'est d'abord du quotidien, et c'est là où il faut justement discuter avec eux, de savoir ce qu'ils considèrent comme acceptable ou non. Pourquoi est-ce qu'ils envoient les photos préopératoires par mail, sans protection, sans chiffrement ? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'outil. Donc s'ils ne connaissent pas l'outil, ça veut dire que nous, on a un défaut de pédagogie. Et donc il faut qu'on leur explique que effectivement, il y a un risque derrière, mais surtout, il y a des solutions. Et des solutions, il y en a, et elles ne sont pas forcément très chères. Et je pense que c'est là-dessus où nous, on a quand même un effort à porter pour rehausser le niveau de sécurité et surtout pour sensibiliser ce personnel soignant qui travaille au quotidien justement pour les hôpitaux. Est-ce que les médecins, en particulier, plus précisément dans le cas des personnels soignants, sont vraiment faciles à convaincre ? Sur les échos que j'en ai, moi, en tant que journaliste, c'est plutôt la difficulté qu'il y a à s'adresser, mais comme tous les experts quelque part, finalement, il y a d'autres types d'experts dans d'autres secteurs qui sont dans une logique de dire la sécurité, même en tant qu'utilisateur, c'est pas leur métier parce que voilà, ils sauvent des vies, par exemple, ou d'autres sujets de ce genre. Est-ce que c'est un public spécifique, facile à... C'est un peu une question piège. Ça dépend des générations. Ça dépend des générations. On voit que les générations qui arrivent en tant que praticiens hospitaliers sont plus au fait de l'utilisation des moyens systèmes d'information. Donc, ils sont aussi plus sensibilisés aux questions de fuite de données, par exemple. Quand on leur parle de fuite de données, ça leur parle, alors que certains autres professionnels de santé, c'est pas forcément le cas. Il faut qu'on leur explique, il faut qu'on leur montre. Donc, les plus jeunes, on va dire, commencent à se dire que oui, changer de comportement, c'est important, et ils ont la capacité de le faire. Ça, c'est aussi une dimension importante. Et après, ça dépend aussi des centres d'intérêt. Je pense que dans des secteurs comme par exemple, je sais pas, on va prendre l'endocrinologie, où il y a beaucoup de pompes à insuline connectées par exemple, donc le secteur de la santé se porte sur le numérique. Donc eux, ils sont obligés de s'intéresser à ça, et donc ils vont s'intéresser aux risques qui sont derrière. Donc des secteurs qui commencent à se numériser fortement, grâce à l'e-santé, la télémédecine, eh bien forcément, ils vont commencer à porter un intérêt là-dessus, parce que ça va rentrer dans leur quotidien de soignants. Alors qu'avant, c'était plutôt vu comme étant une contrainte. Donc voilà, je pense qu'il y a ces deux aspects-là à prendre en considération, et que, par contre, c'est pas 100%. Et également, je pense que pour cette culture de la sécurité, il est vraiment important d'avoir ce que les spécialistes appellent le rétex, le retour d'expérience, c'est-à-dire le partage d'expérience de la part des victimes des attaques.
C'est vraiment important parce que ça donne à voir la réalité des conséquences d'une attaque sur le système d'information. Quand j'ai lu quelques je pense que c'était le CHU de Rouen qui racontait comment ils étaient revenus au papier-crayon pendant 15 jours, comment l'automate qui stérilise les instruments du bloc s'est retrouvé bloqué parce que contaminé lui aussi par le rançongiciel. Là, on mesure vraiment l'impact qu'il y a à ne pas avoir cette culture sécurité au quotidien. Et c'est vraiment important parce que c'est les personnels soignants là, qui relatent leur expérience par rapport au système d'information. Donc il ne faut pas hésiter à partager sur les attaques pour les éviter la prochaine fois et pour sensibiliser l'ensemble des parties prenantes. On peut peut-être d'ailleurs se concentrer sur, on a commencé à glisser sur les sujets, mais sur des choses très pratiques à faire pour améliorer la situation, on va dire. On a fait un état des lieux plus ou moins compliqué de la donne, des cartes avec lesquelles le secteur joue. Comment on a glissé quelques indices déjà de champs d'action, mais j'aimerais vous exprimer spécifiquement sur aujourd'hui, c'est quoi pour vous les priorités, sur quoi il faut se concentrer immédiatement pour agir par rapport à ce qui manque le plus. Même si j'ai bien noté qu'il y avait des différences assez fondamentales d'un établissement à un autre. Est-ce qu'il y a une checklist à avoir quelque part des choses à faire et dans quel ordre? Alors, avant d'aller plus loin, faites une sauvegarde déconnectée. Une sauvegarde déconnectée. Après, vous faites le reste. Bon, là, on va pouvoir en discuter. Mais ce qui a impacté les établissements, c'est le manque de capacité à restaurer leur système d'information, puisque les backups avaient également été piratés. Donc, première chose à faire en rentrant, assurez-vous que vous ayez ça. Puis après, on va pouvoir discuter des autres points à mettre en œuvre. Il y a des points. Oui, Cédric ? Je vais en citer quelques-uns. Il y en a un qui est principalement une question de posture. C'est partez du principe que ça vous arrivera un jour. Ne croyez pas que ça n'arrive qu'aux autres. Et gardez en tête que finalement, ce qu'on va vous demander, c'est d'être en capacité de restaurer ce système le plus rapidement possible. Donc ce que tu disais, les sauvegardes, c'en est un, mais il n'y a pas que ça. L'autre chose, je pense, c'est ce que tu as souligné, Jean-Sylvain. On oublie que la sécurité pour des utilisateurs, c'est contraignant, c'est chiant, et ils vont trouver toutes les solutions possibles pour esquiver les mécanismes de sécurité que vous avez mis en place. Nous, c'est une approche qu'on a chez Doctolib. Le KPI le plus important qu'on suit pour la production de tous nos produits, c'est la satisfaction utilisateur. Donc on a ce qu'on appelle un Net Promoter Score pour toutes nos applications et on a des panels de praticiens, de patients avec lesquels on travaille tout le temps. Si vous oubliez la réalité du terrain, alors certes, vous allez proposer des solutions qui sont certainement très sécurisées, mais qui vont être complètement destructrices pour le quotidien des gens. Et l'exemple que tu as cité, Jean-Sylvain, c'est exactement ça. Pourquoi aujourd'hui on n'utilise pas une carte pour se loguer sur des systèmes dans le milieu hospitalier moi, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un chirurgien que quand il est au bloc, il doit saisir ses actes médicaux. Il sort, il a passé des heures dans la salle, il est avec ses gants et voilà, il veut quelque chose qui est facilement utilisable, qui va lui permettre de trouver la traçabilité. Et surtout, ce qu'il ne veut pas, c'est que la sécurité l'empêche de travailler. Donc nous, en tant que professionnels de la sécurité, c'est cet axe-là qu'il faut qu'on garde en tête. Il y a un acronyme que j'aime beaucoup dans le monde du développement, c'est KISS. C'est l'acronyme de Keep It Simple Stupid. Si vous faites ça, vous avez gagné. Oui, sur la sécurité. Non, mais nos micros se sont rencontrés. Oui, en fait, sur le travail du RSSI, en fait, il y a une chose importante, c'est que si nous, on voulait vraiment de la sécurité, on vous demanderait tous d'éteindre vos ordinateurs. Et comme ça, on est tranquille. Seulement, ce n'est pas en adéquation avec vos besoins métiers, avec vos besoins d'aller soigner les gens. À partir de ce moment-là, on va commencer à discuter et voir comment on peut vous accompagner pour que votre besoin de sécurité, pour vous, professionnels de la santé, pour que votre système d'information qui porte vos projets soit en adéquation avec votre besoin. Et là, on va mettre en place des solutions. Il a été évoqué le double facteur, qui est une solution, mais surtout, on va vous accompagner pour que ça marche. La sensibilisation, vous expliquez pourquoi on fait de la sécu, pourquoi on met un mot de passe,
pourquoi il faut faire attention aux mails, tout ça, on doit être très pédagogue. C'est pour ça que dans les premiers temps, on va faire de la sensibilisation. Puis après, on va se diriger plutôt vers les techniques, pour qu'ils mettent en place du patch management pour répondre à des risques, pour qu'ils mettent en place de l'authentification forte. L'idéal, c'est que ce soit transparent pour vous. Oui, alors moi, pour rebondir sur ce que disait Cédric Voisin tout à l'heure, ne pas faire confiance aux éditeurs, pour nous. C'est pas sympa. Non mais je le dis, On est labellisé. je le dis volontairement et c'est provocateur, mais c'est malheureusement un symptôme de la réalité. Quand on lance un projet, alors on parle de télémédecine, d'e-santé, ce sont des nouveaux projets pour notamment les centres hospitaliers. Donc pour cela, on a recours à des prestataires, puisqu'en général, d'ailleurs, on déporte l'hébergement non pas sur nos infrastructures, mais sur des infrastructures qui sont stockées soit en SaaS, soit sur d'autres plateformes. Et donc, nous, il faut qu'on cadre cela. Et faire confiance à un éditeur en disant, lors de la réunion de lancement, en disant vous mettez en place des mesures de sécurité, oui, vous inquiétez pas, vous mettez en place tel ou tel système, oui, vous inquiétez pas, toute authentification forte, on accepte, AD, on accepte, etc. Et puis, donc vous signez, et puis vous arrivez le jour où il faut implémenter, et puis là on fait « Ah non, par contre ça on ne le fait pas ». Alors ça, il y a un surcoût. Ah non, mais par contre on utilise un protocole qui est vieux d'il y a 8 ans. Ça c'est du vrai, c'est vécu. Et donc quand je dis ne pas faire confiance aux éditeurs, ça veut dire que dans les contrats que nous, en tant qu'établissement de santé, on a avec ces prestataires-là, on doit inclure des exigences de sécurité sur lesquelles ils doivent s'engager, et qu'on doit également avoir la possibilité de les contrôler. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin de faire des tests d'intrusion, par exemple, on doit avoir besoin de se dire, est-ce que, alors Doctolib, parce que tu es là, mais accepterait le pentest du CHU de Brest? Oui, non. Voilà, ce sont des choses comme ça. On fait un bug bounty en ce moment pour ceux que ça abuse sur le stand. Oui. Mais voilà, Doctolib est sûrement un mauvais exemple par rapport à ça, mais sur d'autres prestataires, c'est la réalité. Et alors je vais prendre un exemple tout bête, mais il y a un CH qui fait... que je ne citerai pas, qui fait la téléconsultation avec une solution du marché. Et puis, vous savez, il y a eu l'incident OVH à Strasbourg, où là, les data centers ont brûlé, etc. Ils avaient bien des sauvegardes, mais sur le même site. Donc, ils avaient bien tout mis en place, sauf que derrière, ils se sont retrouvés, du jour au lendemain, sans téléconsultation. Non pas à cause d'une cyberattaque, à cause d'un incident, voilà, ça peut arriver, mais ils ne l'avaient pas prévu. Et quand ils ont regardé le contrat, ils se sont fait « Ah bah oui, non, c'était pas écrit ». Voilà. Et donc, en fait, ce genre de rétexte-là, ça nous permet d'améliorer nos relations avec les éditeurs. C'est effectivement, au titre de la presse, quand on a vu cet épisode de l'incendie de data center à Strasbourg, c'est au-delà de l'aspect incendie industriel, accident industriel qui pouvait y avoir et qui peut poser des questions, c'est effectivement le fait de faire apparaître en creux le manque de culture de la sauvegarde, de la protection, ou même de la contractualisation cloud qu'il y avait dans les organisations. Et là, pas que dans la santé, dans toutes les organisations. Eric, vous vouliez réagir également? Oui, compléter avec un angle supplémentaire. Au-delà du prestataire, ou à l'intérieur du prestataire, il y a un développeur ou plusieurs développeurs. Et la CNIL a récemment sorti un guide pour les développeurs parce que lors des contrôles de la CNIL ou lors des dernières violations, on se rend compte que très souvent, en fait, les développeurs ont pris des solutions cloud sur étagère qui, par défaut, sont configurées ouvertes pour qu'on puisse se connecter dessus et les paramétrer. Mais si on n'a pas la culture sécurité et le bon réflexe, on met un cadenas sur son vélo quand on le laisse devant la gare. C'est pareil, il faut penser à changer le mot de passe par défaut sur la base de données qui est sur Internet. Il faut cacher les fichiers du serveur web. Il faut activer le chiffrement s'il est disponible. Donc ça, c'est des réflexes qui doivent descendre jusqu'au développeur parce que finalement, c'est lui qui fait le choix technique, parfois à l'insu ou par défaut. Et donc, c'est vraiment une culture qui doit descendre. Et pour qu'elle descende, il faut effectivement, comme vous disiez, challenger entre guillemets les prestataires en leur demandant et au fait vous avez fait un audit de code, vous avez demandé à vos développeurs s'ils respectent les bonnes pratiques en termes de chiffrement, de protection, de mots de passe. Donc il faut que ça descende effectivement jusqu'à ceux qui font. Il y a un point qui est venu dans la discussion à plusieurs reprises, c'est ce côté de la conception by design. On parle de cybersécurité by design depuis des années, ou de privacy by design sur les sujets qui concernent plus la CNIL par exemple. Et ce que ça m'évoque, c'est effectivement ce que disait Cédric au début, pour des acteurs qui sont partis presque d'une feuille blanche
et qui ont inventé leur service, pourquoi pas parler directement effectivement de cybersécurité by design, mais pour des acteurs qui ont un legacy important, un existant en termes de SI comme les centres hospitaliers ou les établissements, est-ce qu'on peut vraiment espérer faire de la cybersécurité by design, et le cas échéant, comment ça se passe du coup? Pour mon CHU en tout cas, il y a effectivement, et c'est pas nouveau, il y a une dette technique qui est énorme. On est toujours sur des technologies qui sont anciennes. Pourquoi? Parce qu'on lance un projet et que derrière, la migration sur les nouvelles technologies n'est pas forcément prévue dans le coût. Et sauf que nous, on a des coûts qui sont bien structurés, donc on ne peut pas trop y déroger, malheureusement, et c'est pas prévu. Aujourd'hui, la sécurité by design, elle se fait sur les nouveaux projets. Ça, on l'a inscrit, on le met en œuvre. Ça fait partie d'ailleurs des exigences du ministère de plus en plus de nous pousser vers cela. Et en plus de ça, pour les anciens projets, on va essayer justement de calculer le risque et puis de le maîtriser. Alors c'est pas by design, puisqu'on retrouve plein de choses un peu, où ça nous demande beaucoup de travail, notamment d'architecture, de correction, mais aussi des changements d'usage parfois. Parce que des fois, les personnes sont habituées à avoir un code à 4 chiffres et pas d'identification. Et puis du jour au lendemain, ça change. Et ça, il faut aussi qu'on le prenne en considération. Et c'est pas forcément aisé, c'est pas forcément trivial, mais on y travaille. C'est ce qui aujourd'hui nous prend le plus de temps. Également sur cette dette technique, pour avoir discuté assez souvent avec des RSSI d'établissements de santé, on constate qu'il y a une vraie difficulté par rapport aux gros éditeurs. Qui effectivement ont développé des solutions sur une dizaine, parfois plusieurs dizaines d'années, et qui parfois, ces éditeurs n'ont plus le code source du noyau, n'ont plus les développeurs pour modifier le cœur du système, et ces difficultés sont apparues notamment pour la mise en conformité RGPD, où on a demandé d'ajouter une traçabilité des accès, un cloisonnement des droits, ce genre de choses, et la réponse des éditeurs était on voudrait bien, mais on ne sait pas faire, on ne sait plus faire parce que les couches basses du système, on ne les maîtrise plus. À ce moment-là, la réponse, forcément, il faut la chercher au niveau des financements. Ça commence à se faire. J'ai vu passer dans le Ségur de la Santé, le plan de relance, où l'acquisition de logiciels va être conditionnée à des éléments de cybersécurité. Donc ça va bouger aussi de ce côté-là, mais aussi peut-être du côté des groupements hospitaliers de territoire, par des achats groupés, faire pression entre guillemets sur les éditeurs pour que leurs solutions évoluent, pour qu'elles intègrent enfin du privacy by design et du security by design, pour que la conception du cœur de ces systèmes évolue. Oui. Concernant la confiance envers les éditeurs, il y a quand même des solutions qui sont imposées par la CNIL. L'obligation de signaler où vont être hébergées les données quand elles sont externalisées, et puis le droit d'audit qu'évoquait Jean-Sylvain, le droit d'auditer une entreprise. Alors quand on a le droit, il faut le faire. Hein. Vous pouvez l'auditer de plusieurs manières, mais il faut le faire. Et donc ça va vous ramener de la confiance vers l'éditeur. Il y a une ligne de contrat qui manque pour moi dans le contrat, c'est celle où on doit imposer à l'éditeur de suivre le cycle de vie des actifs supports qu'il utilise pour faire fonctionner son application. Dit autrement, on a une application qui tourne sous un Windows, et bien quand cette application, ce Windows va évoluer, l'application doit évoluer avec. Si elle tourne derrière, elle utilise une base de données Postgres, eh bien elle doit suivre le cycle de vie de l'application Postgres. Si elle est sur une Debian, elle doit suivre le cycle de vie de l'application, et ça nous évitera de nous retrouver de nouveau dans une obsolescence dans 5 à 10 ans. Il faut imposer ça dans les contrats éditeurs. Sur la partie du privacy by design, maintenant, c'est vrai qu'il est très important de mettre dès le départ, d'impliquer les RSSI dès le début du projet, parce qu'encore une fois, il est à votre service, il est là pour vous aider et faire que ce projet arrive à bien. Et chaque euro que vous n'allez pas dépenser au début du projet, eh bien, il faudra en mettre 5 ou 10 pour arriver à un même niveau de sécurité, avec toutes les contraintes, les réunions, avoir le sentiment que le RSSI vous empêche d'avancer, alors qu'il est là pour vous aider à avancer. Vraiment, dès le début, penser la sécurité, impliquer des équipes d'architectes, éditeurs, RSSI, qui ensemble vont définir une stratégie pour que votre projet arrive à bon terme et dans de bonnes conditions. On peut peut-être vous dire qu'il va falloir aussi prévoir un budget d'audit, de pentest, de bug bounty, ou peu importe, mais au moins on sait dès le début
Et on aura possiblement des financements qui vont arriver avec le plan de relance que vous évoquiez, ou même des plans des financements ARS avec Cash Open ou autres. Il faut voir aussi que la sécurité, quand on met un projet en place, il faut tout de suite se dire il y a un budget pour la sécurité. Il y a un budget pour le RSSI, il y a un budget pour les personnes qui vont faire les habilitations, qui vont gérer les firewalls. Là, je rentre un petit peu dans le technique. 5 à 10% du budget, c'est pas trop pour une équipe cyber dans un établissement de santé. C'est même recommandé par l'ANSSI. Donc, n'oubliez pas ce budget-là, il est important pour pérenniser votre système d'information. Alors, on n'a pas vocation à être exhaustif pendant juste une heure d'échange. Comme il nous reste environ une dizaine de minutes, peut-être que vous avez des questions pour nos invités, nos intervenants, auquel cas on vous apportera un micro. Je ne sais pas si vous voulez... Oui. Bonjour, Rémi Tilly, Cézanne, donc je suis RSSI du grade Île-de-France. Tout à l'heure, là, vous parliez donc de clauses de sécurité dans les contrats ou dans les marchés que l'on peut avoir. C'est très bien, pas de souci. Après, sur le côté contrôle et respect de ces clauses de sécurité. Typiquement, dans le cadre d'OVH, avec le data center qui a brûlé et les deux avec les sauvegardes qui sont dans le même data center, comment on peut faire pour contrôler que les sauvegardes sont bien dans deux data centers différents, quand bien même, dans les clauses de sécurité ou dans le marché, l'éditeur s'est engagé justement à ce que ce soit sur deux data centers différents. Alors, moi j'ai la chance, on va dire, de participer dans plusieurs groupements d'hôpitaux en Bretagne, et il y en a un certain où ils ont une politique. C'est de faire des audits avec les différentes directions qualité et RSSI des établissements envers les logiciels qu'ils utilisent. Et donc tous les 2 ans, on va auditer l'équipe qui est au courant et on leur pose la question de où est stockée la sauvegarde par rapport à ce qui a été dit, parce qu'on relit le contrat. Où sont stockées les sauvegardes? Est-ce que vous pouvez nous montrer tel ou tel élément? Est-ce que vous pouvez nous montrer est-ce que les développeurs sont sensibilisés à la cybersécurité? Et ça, on le fait sur site. Et c'est comme ça qu'on peut s'assurer qu'il y a un bon respect. On ne peut pas le faire avec toutes les applications. Nous, on a plus de 170 applications métiers sur le CHU. C'est clair qu'on ne peut pas le faire. Mais avec des applications critiques, je peux entendre et je peux considérer que faire ce cycle tous les 2 ans, c'est pas, par rapport au temps que ça nous prend, c'est un gain énorme. Et donc, moi, c'est ce que je vais commencer à mettre en place pour les principaux éditeurs. On va justement commencer à faire ce cycle récurrent. Alors, je ne sais pas si ce sera tous les 2 ans, 3 ans, pour s'assurer que ce qui a été écrit dans le marché ou dans le contrat est bien respecté. Et ça se fait dans beaucoup d'établissements. En complément, dans certains cas, il faut juste lire le contrat et que le contrat soit lu par les ingénieurs sécurité qui vont justement repérer ces clauses peut-être trop sibyllines ou pas assez précises par rapport à la localisation des sauvegardes, par exemple. Donc c'est aussi un travail amont ou aval à vérifier la qualité, on va dire, des clauses techniques qui sont dans les contrats et que ce ne soit pas juste une clause générique qui a été fournie par l'éditeur ou par le prestataire de service. Après, il y a un autre moyen, enfin il y a plusieurs moyens. Le RGPD prévoit une clause d'audit, donc effectivement, ça s'organise. Après, certains éditeurs qui ont beaucoup de clients n'ont pas forcément envie de les recevoir tous parce que le data center, c'est pas non plus une foire aux expositions. Donc, ils vont passer par un dérivatif qui est l'audit. Mais l'audit par une certification ISO, par exemple, c'est aussi un bon moyen. C'est quelque chose que vous pouvez aussi exiger au titre d'un contrat, demander à ce que l'hébergeur, en l'occurrence pour des hébergeurs de données de santé, c'est déjà prévu, mais vous pouvez aussi mobiliser l'ISO 27001 pour d'autres types de prestations et ça va déjà vous assurer que le fournisseur de service a un niveau de maturité en termes de gestion et de gouvernance de la sécurité qui soit suffisant et il sera audité par des auditeurs externes et il devra vous apporter un certificat qui déjà va vous éviter d'avoir à faire vous-même ce travail parce qu'on est bien conscient aussi que tout le monde n'a pas la capacité à aller auditer ses prestataires, mais vous pouvez passer par les biais et leur demander des certifications ISO par exemple ou AFNOR. J'ajouterais deux petites solutions aussi qui parfois ne coûtent pas très cher, c'est d'avoir un autre serveur chez un autre hébergeur. Il en existe d'autres, on s'assurera où c'est, ce qui va vous permettre de faire des bascules rapidement. Et
une sauvegarde déconnectée et pas reliée que vous sortez du système d'information de votre hébergeur. J'insiste sur la sauvegarde déconnectée, c'est vraiment en avoir une. C'est très important. C'est possible sur des solutions qui sont packagées, qui sont un éditeur de télémédecine qui voit son système impacté. On ne peut pas faire une sauvegarde déconnectée comme ça. Et là, on voit bien ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que quand on ne met pas la cybersécurité dès le départ, on parle de cet éditeur qui s'est retrouvé, peut-être qu'il n'existe même plus, je ne sais pas s'il a fermé. On évoquait un autre cas d'une société tout à l'heure qui avait ouvert et récupéré des données de santé sans mettre la sécurité en place. Je ne pense pas qu'on va revoir cette entreprise aujourd'hui qui a eu un impact d'image énorme, certainement un impact juridique qui va suivre éventuellement, je ne sais pas, c'est pas mon domaine. Mais quelque part, pour ne pas avoir mis la sécurité dès le départ, ces startups innovantes se retrouvent en difficulté. Donc c'est vraiment très important d'imaginer ça dès le départ, de faire du privacy by design, de l'analyse de risque et du management des risques pour mettre en place les plans d'action qui vont nous permettre de continuer notre activité. Juste très brièvement, vous pouvez aussi l'intégrer dans vos appels d'offres. Si vous passez en direct ou par des centrales d'achat, vérifiez que l'appel d'offres prévoit des clauses de cybersécurité et de protection de la vie privée qui soient au niveau voulu. Et après, voilà, le jeu de l'appel d'offres fera que vous aurez des offres, des éditeurs qui vont se positionner justement en étant mieux disants sur la sécurité, mieux disants sur la protection de la vie privée. Et ça vous permettra de faire des choix justement en connaissance de cause. Pour l'avoir pratiqué quelques fois, la réponse à l'appel d'offres, c'est pas non plus... on parlait de confiance tout à l'heure. Voilà, effectivement, moi, je fais pas confiance aux éditeurs. Mais quand c'est marqué dans un appel d'offres qu'on fait ça et ça en termes de sécurité, a priori, on s'attend quand même à ce que ce soit respecté. Mais ça vous donne un levier pour la suite, en tout cas. C'est pas du précontentieux, entre guillemets, mais en tout cas, voilà, vous avez posé dès le début les bases et prouvé que vous étiez mature, vous, en termes de sécurité, et que vous avez fait votre travail à demander au prestataire. Après, si le prestataire est défaillant, ça peut arriver. Oui. Mais vous aurez fait votre travail de responsable de traitement, là je prends le langage CNIL, vous aurez fait votre travail d'exiger un certain niveau de votre prestataire. Après, votre travail de responsable, c'est aussi de l'auditer, de le challenger régulièrement, d'où soit de demander des audits externes, soit de les faire vous-même. Mais c'est vrai que c'est une dynamique à installer avec des éditeurs sur lesquels on n'a pas toujours la main. Pas toujours, surtout quand c'est des offres, comme vous disiez, packagées dans le cloud, où en gros on paye juste un abonnement. Mais ça aussi, il faut changer un peu cette culture du cloud facile, ça marche, ça dit papa, maman, et il n'y a rien à faire. En sécurité, il n'y a rien à faire, ça n'existe pas. On a le temps peut-être pour une dernière question, si quelqu'un est intéressé. C'était madame. On pourra essayer d'en prendre deux. C'est plutôt un complément de... Je suis Marie-Céla Pellegrin, le CISO de l'établissement français du sang. Je viens d'arriver, je vais vous indiquer, j'aborde beaucoup sur la notion de Jean-Sylvain de Chavannes, où je vais vous indiquer ce que j'ai fait, que j'ai mis en place. La première chose, allez voir la direction juridique, et c'est un conseil que je vous donne, c'est aller voir la direction juridique, vérifier vos clauses de sécurité. Ils ne connaissent pas la sécurité, il faut rajouter énormément de clauses, première chose. Deuxième chose, allez voir les achats et leur dire, monsieur, est-ce que vous avez des manières de travailler par rapport à la sécurité? Oui, on a. Lesquelles? Ça, non, c'est rien. Je vous fais mes exigences de sécurité, et donc toutes les exigences de sécurité qui sont issues de ma politique de sécurité, qui est la PSSI de l'État, évidemment, puisqu'on doit la respecter. Exigences de sécurité, je demande aux acheteurs de demander à tous les prestataires, quand je vous dis tous, c'est tous, y compris l'achat d'un outil. Ils passent par la sécurité, l'achat, les projets et les achats d'un outil, parce que les outils actuellement, ils sont tous dans le cloud. Donc, je vérifie clause par clause les éléments et je demande à tous les prestataires de venir avec leur responsable de sécurité et m'expliquer comment ça se passe. Donc, il faut vraiment cloisonner. Et la dernière chose, les exigences de sécurité, je demande aux prestataires de me donner la réponse sur une colonne, l'exigence, conforme ou non conforme, et de m'apporter la preuve de la conformité. Et je dis la preuve, ce n'est pas de déclaratif. Et ensuite, pour les aspects qui sont importants, parce qu'on doit faire des homologations RGS, je mets des places sur place, je vois la preuve, je fais un audit. Et donc, à partir de là, je l'exige
d'avoir un plan de test, c'est-à-dire l'écart, mais montrer l'écart par rapport à la mesure, l'exigence de sécurité, pour obtenir un tableau de bord mensuel avec le prestataire. Et chaque écart, c'est un plan d'assurance sécurité qui est suivi, PDCA, dans le temps. C'est simple, mais c'est long à faire. Il faut avoir la maturité, l'envie, et aller voir quelles sont les applications les plus importantes. Donc c'est le témoignage que je voulais apporter. C'est très, très important. Voilà. Je vous remercie. Lionel Brad, risque numérique chez Cham, assureur des établissements. Je souhaite revenir sur cette notion d'audit. Chez tous les établissements, on a entre 150 et 200 applications, donc énormément de tiers, éditeurs, fournisseurs de services, hébergeurs. Et on discute là tous d'audits singuliers. Alors dans mon ancienne vie, j'en ai fait pas mal. Je me demande pourquoi nous n'arrivons pas à mettre en place une notion efficace techniquement, opérationnellement et économiquement d'audit qui serait fait une fois pour toutes par fournisseur, puisque finalement il n'y a pas 170 fois 200 fournisseurs. Ce sont les mêmes fournisseurs qu'on retrouve extrêmement régulièrement. Quelles sont, c'est une question après ce commentaire, quelles sont les réflexions sur l'auditabilité commune de ces fournisseurs qui sont critiques? Si j'en crois NIS V2, les ESN des OSE devraient être eux-mêmes des OSE et audités. Est-ce que c'est pas là qu'est la solution? Je suis intéressé, vu la massification des besoins qui sont toujours les mêmes de mes clients. Ouais, c'est un bon point. Il y a une partie de la réponse qui peut être réglementaire, mais si vous avez fait de l'audit, vous connaissez tous les défauts d'une certification, c'est le périmètre applicable à la certification. Et en fait, c'est presque le jeu du chat et de la souris quand vous allez vers des certifications très connues. Donc, il y a peu de gens, en tout cas les gens qui n'ont pas ce background d'audit, ne vont pas regarder le scope et vont se dire mon prestataire a une certification ISO, enfin peu importe, va penser naïvement ou pas que la sécurité est au rendez-vous parce qu'il a ce sésame qui est son certificat, mais malheureusement, la solution qui va opérer pour vous va être bien plus large que le périmètre qui est certifié. Donc, la certification, c'est bien, c'est un moyen de réassurance. La réglementation, tout ce qu'on voit en tout cas dans le domaine de la santé, HDS et d'autres choses qui vont arriver, dont la doctrine numérique santé, ça va encore renforcer ça. Mais il reste quand même ce point, c'est... En tout cas, en Europe, on manque un peu de cette culture-là. Les anglo-saxons utilisent aujourd'hui ce qu'on appelle des entités de scoring, où en fait vous avez un cyberscore qui est associé, donc c'est des structures tiers qui font ça. Vous prenez un abonnement ou pas et vous êtes en capacité de prouver d'un certain niveau de maturité. C'est pas encore beaucoup présent en Europe. Mais le dernier point, c'est il faut pas l'oublier, la confiance dans tout ça, ça doit pas exclure le contrôle. Donc, in fine, vous aurez quand même à le faire, peut-être moins régulièrement, et très certainement basé sur la criticité de vos systèmes ou la criticité des applications, sur la base de votre analyse de risque. Ça va juste retarder la fréquence de vos audits, mais il faut quand même le faire. Peut-être juste un élément complémentaire. Ce serait, pourquoi pas essayer. Il y a juste une notion qui change, et un des derniers audits d'ailleurs, c'est là où on s'en est rendu compte, c'est que l'utilisation même d'un système d'information peut être amenée à changer. Dans le sens où on prend la recherche clinique. On avait un logiciel, pas de données à caractère nominatif. Donc du coup, le critère d'audit n'inclut pas cette notion-là. Et puis, en allant, nous, faire l'audit qualité et sécurité, on s'est rendu compte que finalement, les professionnels mettaient des données à caractère nominatif à l'intérieur. Donc, l'usage a changé, ce qui veut dire que le critère d'audit derrière a complètement changé, et on a dû mettre en place un plan d'action qui veut que maintenant on soit conforme au RGPD sur cette question-là. Mais sans l'audit, on va dire, récurrent, on ne s'en serait pas rendu compte. Et ça aussi, c'est une notion à prendre en considération, je pense, dans cette notion, enfin dans ce domaine. On a une dernière question. Il y a des
des avantages. Bonjour. Je suis un petit peu interpellé d'avoir à la même table, sans faire offense à Doctolib, qui est une solution qui est particulièrement, on l'a vu pendant la pandémie, adaptée et qui a apporté bien des bénéfices certainement. Maintenant, quel est le vrai pouvoir et la vraie influence, je dirais, de la CNIL quand Doctolib, on l'a vu en Allemagne, a transmis via des cookies tiers des données à Facebook, à Outbrain et héberge des données de ses utilisateurs français auprès d'Amazon Web Services, entre autres, dont on sait que cette société américaine est incompatible par essence avec les RGPD françaises, puisque les lois américaines autorisent de facto le gouvernement américain à exiger de tout hébergeur la transmission intégrale des données de santé. Donc c'est un peu inquiétant. Et qu'est-ce qui fait que ce qui s'est passé en Allemagne hier, qu'est-ce qui nous garantit? Est-ce qu'on doit aveuglément faire confiance que ça ne va pas se passer en France demain? Bon, je vais la prendre celle-là, même si elle est un peu politique. Je ne sais pas si je vais réussir à répondre à votre question en 2 minutes, mais on pourra en reparler en dehors de la salle. Alors, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que le RGPD ne vous interdit pas d'utiliser des prestataires américains. Ça, c'est la première chose. AWS, parce que vous les avez cités, répondent aux exigences aujourd'hui fixées par l'État de protection qui doivent être appliquées dans les environnements hébergeant des données de santé. Ils sont certifiés HDS. Doctolib, c'est aussi certifié sur ce qu'on appelle le sous-domaine numéro 5, qui est l'administration et l'exploitation des plateformes hébergeant des données de santé, ce domaine que ne possède pas Amazon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Amazon, à part stocker de la donnée pour nous et nous fournir un service managé, c'est tout ce qu'ils font. Ce que vous appelez la crise des cookies en Allemagne, globalement, on nous a accusé d'envoyer de la donnée de santé à Facebook. C'est pas tout à fait vrai, c'est un truchement journalistique, si je peux dire ça comme ça. C'est de la métadonnée, effectivement, qui, si quelqu'un de mal intentionné chez Google ou Facebook ou Outbrain ou n'importe quel prestataire s'amusait à essayer de corréler, aurait pu amener à une fuite de données de santé. Donc c'est pas tout à fait la même chose. De là à nous accuser de vendre de la donnée de santé aux Américains, c'est encore autre chose, mais on y a eu droit aussi. Mais vous avez raison, ça a été, on a fait un mea culpa, c'est des outils qu'on utilisait à des fins marketing pour promouvoir nos produits auprès des praticiens et on a complètement arrêté cet usage-là. Donc nous, on est dans une démarche vertueuse, on n'est pas du tout... on n'estime pas être arrivé au bout du chemin de la sécurité, on investit énormément là-dessus et on a encore une belle preuve là pendant le salon où on vient faire tester nos applicatifs. La meilleure réponse que je peux vous apporter sur la protection de la donnée, c'est tous les travaux qu'on fait au niveau du chiffrement et notamment la mise en œuvre du chiffrement de bout en bout qui là, quel que soit l'acteur que vous allez utiliser, sera en incapacité d'accéder aux données, y compris nous. Hein. Et du coup, ça nous pose des problèmes opérationnels, mais c'est un choix qu'on a fait parce qu'on pense que c'est un élément de réassurance qui est très fort vis-à-vis des praticiens et des patients. Encore une fois, il n'y a pas de sécurité parfaite. La meilleure réponse que je peux vous donner, c'est aujourd'hui, on investit massivement dans la sécurité. J'ai la chance d'avoir une grosse équipe avec une capacité de traitement qui est importante. On est en contact, on en discutait tout à l'heure avec Eric, avec la CNIL de manière permanente. On travaille avec l'ANSSI depuis le début de la mise en œuvre de la campagne de vaccination parce que on a été aussi audité par l'ANSSI et le ministère de la Santé. Voilà, tout ce que je peux vous dire là-dessus. On n'est pas, malheureusement, on n'est que des humains. Ça nous arrive aussi de faire des erreurs, mais on fait du mieux qu'on peut pour apporter une solution sécurisée de santé. Alors, on a dépassé un peu notre élément, donc peut-être prendre la dernière question de la dame qui attend depuis un moment de pouvoir la poser. Bonjour, je m'appelle Lobna Eloumi, je suis la responsable recherche et développement chez Vinci Énergie. On a un projet ambitieux dans la e-santé. On voulait créer une plateforme pour les maisons de retraite, les EHPAD. Et on voulait vraiment faire le suivi des résidents hors EHPAD. Ça veut dire que les résidents restent chez eux, ils ne se déplacent pas vers les EHPAD. Et ils vont être suivis par les soignants et les aides-soignants en EHPAD. Et donc la question, je vais commencer from scratch, donc à zéro. La question que je voulais la poser, je voulais vraiment respecter les données patients. Et comment puis-je faire pour avoir les certifications auprès de la CNIL? Est-ce qu'il y a une cellule qui s'en occupe de ça? Et auprès de l'ANSSI aussi. Je voulais vraiment, ma première priorité, c'est d'avoir les données patients certainement à travers des objets connectés que je vais les installer dans la chambre du résident. Et je voulais vraiment respecter la confidentialité des données patients. Comment puis-je
procéder pour faire ça? Et je vous remercie. Alors, très simplement, vous avez sur le site de la CNIL une méthode PIA pour Privacy Impact Assessment. C'est Privacy Impact Assessment, PIA. Donc c'est en français l'analyse d'impact sur la vie privée. Donc c'est l'analyse de risque étendue aux aspects cybersécurité et protection des données personnelles. Vous avez toute une méthode et un logiciel gratuit qui vous permet de faire votre analyse de risque et je vous invite à la faire le plus tôt possible, même si le système n'est pas encore complètement conçu, car vous saurez déjà dès le départ quels sont les risques à traiter et cette analyse, vous pourrez ensuite la mettre à jour au fil de l'avancée de votre projet, au fil des spécifications générales, puis détaillées, puis techniques. Donc vous avez vraiment là des clés. Après, vous avez tous les outils de méthode EBIOS qui marchent très bien également et qui sont compatibles avec la méthode PIA, donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups sans problème. Après, la CNIL ne délivre pas de certification, mais si au cours du développement, vous avez des questions particulières sur la façon de gérer le RGPD, vous pouvez faire une demande de conseil auprès de la CNIL par mail et on vous répondra dans la mesure des capacités. On n'est que bientôt 300, mais on essaye de répondre au mieux aux entreprises. Ouais. Sur ce, je pense qu'on va devoir mettre fin à cette conférence puisqu'on a dépassé le sujet. Nos intervenants sont à disposition si vous voulez poursuivre les échanges. Merci beaucoup, merci à tous. Merci.